Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Noah pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Vous connaissez le principe, pendant une demi-heure en compagnie d'un invité, nous allons revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine à travers des images, des reportages tournés par nos équipes à travers toute la région. Ce soir, je reçois Patrick Bobet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Vous êtes le maire Les Républicains du Bouscat, une commune située tout près de Bordeaux, de la métropole bordelaise. Dans cette émission, on commence toujours par une image. Et cette image aujourd'hui qui a vraiment marqué l'actualité, c'est l'image de cette voie ferrée à Cibourg au Pays Basque, théâtre d'un dramatique accident survenu mardi matin. 4 personnes ont été percutées par un TER, 3 sont décédées. Il s'agit de migrants. Voilà, vous voyez cette image à l'écran. Une première réaction tout d'abord sur ce drame. Réaction de tristesse, essentiellement. C'est toujours très triste de voir des jeunes personnes, parce que ce sont des jeunes principalement, disparaître aussi brutalement, aussi bêtement. Faut trouver les causes, bien évidemment, trouver des solutions. Mais là, on n'est pas tout seul pour réfléchir à tout ça. C'est énorme, mais d'abord de la tristesse, bien sûr. On ne peut pas accepter ça avec des involtures, bien sûr que non. Alors, on va prendre justement la direction du Pays Basque. C'est l'une des principales portes d'entrée en France des personnes exilées. D'après les associations locales, il serait plus de 25 000 migrants à avoir transité par Bayonne depuis 2018. Ce sont souvent des hommes, vous venez de le dire, pour la plupart très jeunes. On va regarder ce premier reportage, Patrick Bobet, on se retrouve juste après. D'accord. Ce pont, au Pays Basque, c'est la frontière entre l'Espagne et la France. Côté espagnol, nous rencontrons des migrants. Leur but, passer côté français coûte que coûte. C'est le cas de cet homme, originaire de Côte d'Ivoire. On reste là, on observe, s'il y a une occasion, on tente de traverser. Ça peut être le bus, comme le train, comme le bateau. Si on a croisé l'un de ces transports, on le fera. Ils sont de plus en plus nombreux à tenter leur chance. Une route périlleuse. Dans les eaux de la Bidassoa, le fleuve qui marque la frontière, 2 personnes se sont noyées ces derniers mois. Cette route des migrants passe par Hendaye, puis Saint-Jean-de-Luz, avant de remonter vers le nord, jusqu'au Pas-de-Calais, avec l'espoir de gagner un jour l'Angleterre. Depuis 3 ans et le durcissement des contrôles en Italie, une partie du flux migratoire s'est reportée vers les Pyrénées-Atlantiques. Selon le ministère de l'Intérieur, 1249 mesures de refoulement ont été prises en août dernier, plus 23% par rapport à juillet. 352 ont concerné des Algériens, plus 38% en un mois. 680 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés chaque jour pour surveiller l'ensemble de la frontière espagnole. La présence policière a pourtant quasiment doublé depuis l'automne 2020. Patrick Bobet, quelle part vous prenez en tant que maire dans l'accueil des migrants ? Alors, vous avez évoqué la ville de Calais là, à l'instant. Nous avons accueilli des migrants de Calais. Quand on a démantelé cette ville parallèle, nous avons accueilli une dizaine de familles à cette époque-là. C'était en 2016-2017, pendant 2 ans. Ça s'est très bien passé. Nous avions anticipé avec la préfecture, le secrétaire général à l'époque, pour informer les familles autour de cet accueil que nous avions décidé. Et ça s'est effectivement très bien passé parce que les choses avaient été tout à fait anticipées, prévues, organisées. Les familles, c'est plus simple que des MNA, par exemple. Des mineurs non accompagnés, c'est plus compliqué à accueillir. Les familles, ça se passe bien. Depuis le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan cet été, vous êtes aussi engagé à accueillir des réfugiés afghans. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Voilà, vous avez raison. Cet été, on avait pris la décision avec le président Ziani de contacter tous les maires de la métropole, les 28 maires, et nous avons tous signé une sorte de manifeste de manière très collégiale en disant que nous étions prêts à accueillir des familles afghanes, évidemment. Pour ce qui est du Bouscat, nous avons réservé une maison, tout simplement, qui est en attente d'accueillir quelqu'un. J'attends que la préfecture nous dise où nous en sommes. Et beaucoup de villes ont fait comme nous. Je pense que Bordeaux, notamment, a un certain nombre d'accueils possibles. On n'a pas été sollicité pour l'instant. Nous avons fait proposition. La maison est prête, en quelque sorte, mais on n'a pas été sollicité pour l'instant, donc je n'ai pas plus de nouvelles que ça dans l'immédiat. Vous disiez tout à l'heure que c'était un problème global à prendre en compte, que les pouvoirs publics devaient prendre vraiment des décisions, être à l'écoute et soutenir les personnes réfugiées. À ce sujet-là, je vous propose juste d'écouter l'interview de Jean-René Etchegaray, le maire UDI de Bayonne, qui dénonce un manque de courage de la part des autorités. On l'écoute. On a à cet instant, malgré tout, le sentiment qu'on rend
le parcours des migrants de plus en plus difficile. Et ce sont les difficultés que l'on met vraisemblablement dans ce parcours-là où ni l'État espagnol, ni l'État français, ni l'Europe n'ont eu jusqu'à maintenant le courage d'aborder d'une manière sérieuse et responsable cette question, qui est effectivement la question des migrants. Vous partagez, Patrick Bobet, ce point de vue? Oui, je partage cet avis parce que, en fait, nous, on a la conséquence aujourd'hui. Mais la cause, elle n'est pas chez nous, c'est évident. La cause est d'aider tous ces jeunes, tous ces pays eux-mêmes. Donc, la solution, elle passe par la résolution de problèmes in situ, chez ces migrants eux-mêmes, d'Afrique du Nord, de Syrie, de beaucoup de pays que l'on connaît aujourd'hui. Il faut aller aider sur place pour éviter ces drames aujourd'hui que l'on vit. Ça fait des années qu'on vit ça. Et je partage l'avis de ce maire en ce sens que l'Europe n'a pas été à la hauteur du tout. On s'est dédouané de ces choses-là. On a acheté un peu, on l'a bien vu avec la Syrie en particulier, on a acheté ce fait de se dédouaner. C'est pas pour nous, on paye, on s'en occupe pas. C'est pas très digne d'une institution comme l'Union européenne. On ne peut pas être très très fier quand on entend ça. Je partage tout à fait. Alors Patrick Bobet, cette émission elle a pour but de revenir sur les temps forts de l'actu de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Alors on va changer de registre avec ce sujet qui était au cœur de l'actualité, l'épidémie de bronchiolite. Le virus respiratoire s'installe en Nouvelle-Aquitaine. Il pourrait être plus sévère et plus virulent cet hiver. À Bordeaux, vous allez le voir dans ce reportage, les kinésithérapeutes sont déjà débordés. Regardez. La ventoline, vous en faites matin, soir, de bouffer. La petite Isadora va enfin pouvoir être débarrassée des sécrétions qui obstruent ses bronches. Un réel soulagement pour la maman. Depuis la fin du mois de septembre, vers le 27 septembre, ça a commencé. Mais il faut savoir aussi qu'elle a eu début juillet aussi une bronchiolite. Elle avait à peine 3 mois, même pas 2 mois. L'hiver dernier, le confinement et les gestes barrières ont bloqué la propagation de nombreux virus, dont précisément celui responsable de la bronchiolite. Mais aujourd'hui, les demandes de rendez-vous chez ce kinésithérapeute se succèdent. On le redoute tout simplement parce que, justement, par rapport au confinement et toutes ces mesures d'hygiène qui étaient bien évidemment indispensables, tout ça, mais si on peut dire, on a mis un peu notre système immunitaire en veille, qui n'a pas eu besoin de non solliciter. La bronchiolite est une affection virale courante et très contagieuse. La plupart du temps, elle reste bénigne, mais parfois, elle nécessite un passage aux urgences. Dans le nord et l'est, c'est déjà le cas. Les indicateurs nationaux montrent que l'épidémie est non seulement plus forte que l'an dernier, mais plus forte que les années précédentes. Et donc on s'attend à une vague épidémique relativement forte. Cela étant, les kinésithérapeutes sont mobilisés. Le tour de garde en Nouvelle-Aquitaine va commencer mi-octobre, plus tôt que prévu. En Gironde, la hausse des indicateurs n'est aujourd'hui que de 6%. Mais une épidémie de grande ampleur pourrait peser fortement sur le système hospitalier, déjà mis à rude épreuve par le Covid. Patrick Bobet, en plus d'être maire du Bouscat, vous êtes médecin généraliste. Alors vous avez pris votre retraite il y a 4 ans, mais médecin un jour, médecin toujours. Alors après plus d'une année et demie marquée par la Covid-19, faut-il s'attendre à des virus comme la bronchiolite plus virulents ? Oui, dans un premier temps, oui. La réponse très clairement c'est oui, parce qu'on a mis entre parenthèses cette immunité pendant une année entière, confinement, protection sanitaire maximale, et donc finalement il n'y a pas eu beaucoup de pathologies, mais pas de pathologie veut dire pas d'immunité non plus. Donc ça veut dire qu'une année plus tard on se retrouve avec une immunité qui est très affaiblie, et donc des virus qui sont pas plus forts ni plus virulents, c'est le cas de dire, mais on est moins en capacité, on est plus fragile, donc forcément ils ont plus de prise. Donc au début ça va se passer comme ça. Je ne pense pas, je ne souhaite pas surtout, mais je ne pense pas que dans les années à venir, ça ne s'intensifie pas spécialement. Il n'y a pas de raison. Le masque, vous parlez des gestes barrières, le masque nous a beaucoup protégés aussi. Il y a à peu près un mois, on a reçu Benoît Elbott sur ce plateau, le directeur de l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine. Et il nous disait que le masque allait sûrement rester dans les habitudes. Pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. On voit déjà que certaines personnes l'abandonnent très facilement, donc pas pour tout le monde, mais c'est une bonne habitude, c'est une précaution qui est sage dès qu'il y a beaucoup de pollution. Quand on est en pic de grippe, par exemple, virale important, c'est peut-être pas plus mal quand on est dans un bus, dans un tram, de mettre le masque spontanément. C'est ce qu'on va voir apparaître, ça oui, je pense, mais pas par tout le monde. Je n'ai pas beaucoup d'illusions à ce sujet. Le français n'est pas très compliant, pas très docile dans ce domaine. On va rester au chapitre de la santé avec cette inquiétude, la baisse drastique de dons du sang d'après l'UMC.
l'EFS, l'établissement français du sang, les réserves ont même atteint un niveau dangereusement critique, je les cite. Résultat, les hôpitaux adaptent leur stock au planning des chirurgies. C'est par exemple le cas à Rochefort où s'est rendue notre équipe. Khaled, tout va bien pour toi? Tout va très bien. Ok, d'accord. Ok, super. Opération lourde dans ce bloc opératoire de l'hôpital de Rochefort. La patiente est soignée pour un cancer du côlon. On peut supposer qu'elle aura besoin de poches de sang soit pendant, soit après l'intervention. Dès qu'on commence à aller sur ce qu'on appelle de la chirurgie lourde, aussi bien orthopédique, de la traumatologie, de la chirurgie viscérale, notamment tout ce qui est cancérologie, donc des patients qui ont souvent des tumeurs abdominales importantes, effectivement, c'est des chirurgies qui pour nous ont un potentiel de saignement non négligeable. Dans cet hôpital, on utilise 2500 à 2700 poches de sang chaque année, des poches fournies par l'EFS, l'établissement français du sang. Mais il arrive parfois que le sang vienne à manquer faute de dons, de quoi inquiéter l'équipe médicale. Oui, ça nous arrive d'être très inquiets. Alors ça, cette inquiétude-là, on l'a déjà avant le Covid, c'était déjà à certaines périodes de l'année, notamment l'été. Il y a une recrudescence des accidents de la voie publique et surtout il y a moins de dons de sang, donc ça se répercute immédiatement sur notre activité. Avec le Covid, les choses se sont un petit peu effectivement dégradées et ça, c'est vrai que c'est un petit peu une sonnette d'alarme qu'on tire. C'est dans un laboratoire situé au rez-de-chaussée de l'hôpital que l'on gère les flux, une gestion millimétrée, car les poches de sang ne restent jamais bien longtemps dans les frigos. À la question « faut-il donner son sang ?», la réponse de la biologiste est claire. Oui, il faut donner son sang. Déjà parce que les malades en ont besoin, que ce soit des malades en urgence ou des malades chroniques. Voilà. Donc c'est un travail de tous les jours, que ce soit pour l'EFS, pour nous et pour les soignants après derrière qui eux délivrent le produit. Ce sang, un produit rare et précieux. Vous avez une analyse, vous, sur cette baisse drastique de dons du sang? Oui, moi je pense que c'est surtout de l'oubli de la part des donneurs habituels qui ont passé une année entière confinés, repliés sur soi, dans une vie plus étriquée. Et ce type d'habitude n'a pas encore repris. Je pense que c'est la vraie raison. On voit dans le monde associatif, c'est la même chose. Les dirigeants d'associations nous disent... Voilà, on apporte tous nos effectifs, voilà, c'est ça, on n'a pas de bénévoles et même les adhérents ont du mal à redémarrer. Il n'y a pratiquement que les restaurants qui ont vraiment refait le plein tout de suite. Pour le reste, les habitudes n'ont pas été reprises aussi vite et ce type-là de solidarité n'a pas été complètement, n'est pas reparti tout à fait. Mais il ne faut pas être inquiet, je pense que ça va redémarrer, les habitudes elles vont repartir. On poursuit et on change de registre, Patrick Bobet, avec ce dispositif gouvernemental Un Jeune, une solution pour favoriser l'accès à l'emploi. Toute une série de job dating est prévue dans le pays et le premier du genre était organisé dans la région au Palais des Congrès du Futuroscope, mais vous allez le voir, ça ressemblait plutôt à un rendez-vous raté. Ambiance désertique pour ce job dating. Visiblement, les quelques 6000 courriers envoyés n'ont pas atteint leur cible. En une matinée, une douzaine de jeunes seulement s'est présenté. Je voulais faire une année de coupure. Et donc, histoire avant de me projeter, etc., du coup, il me fallait bien un CDD. Moi, pour chercher une alternance en tant que data analyst. Et du coup, avec le Covid et tout, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais dans les salons un peu pour voir les entreprises qui recrutent. Face à ce vide de postulants, la dizaine de recruteurs se retrouve vite les bras croisés. Pour l'instant, un candidat, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est faible pour un job dating? Effectivement, par contre, j'espère que les choses vont se développer. Effectivement, pour l'instant, c'est pas à la hauteur des attentes. Stage, mission d'intérim, CDD, les besoins existent. Cette entreprise du bassin de Châtellerault propose même une dizaine de CDI. Bonjour. Le job dating s'est bien passé ce matin? Bah oui, ça a été, mais bon, pas de carrossier, pas de peintre, donc il faut continuer les recherches. Une recherche infructueuse depuis plus d'un an. Ces métiers-là sont particulièrement en tension. On le voit dans les CFA, entre les inscrits à l'entrée et les jeunes qui sortent, on en perd un certain nombre. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de job dating organisés par différents organismes. Est-ce que finalement, oui, les gens ne viennent plus parce que des fois, ça ne donne pas suite, on n'a pas de retour forcément? Prochain job dating ce jeudi en soirée sur le site même de l'entreprise.
Pendant ce temps, le dispositif Un jeune, une solution a prévu d'autres rencontres dans d'autres villes. Reste à voir si les candidats seront plus au rendez-vous. Un problème de recrutement dans les entreprises, c'est la même chose, vous me disiez, pour les collectivités. Absolument. On a deux thématiques qui ont du mal à recruter. Les crèches, péricultrices en baisse, on a beaucoup de mal à recruter. On en est même arrivé à réduire l'amplitude d'accueil des petits et même de demander à des familles de faire l'effort de garder leurs enfants 1 semaine ou 2 semaines parce qu'on manque vraiment d'éléments. Dans l'animation également, on rencontre les mêmes problèmes. C'est peut-être plus logique. Ce sont des temps partiels qui sont séquencés dans la journée, 2 heures ici, 3 heures là. Bon, c'est peut-être plus compliqué. Ça, je l'admets. Mais les péricultrices, on est quand même très étonnés. Infirmières, on est très étonnés de ne pas pouvoir recruter. Et vous avez même du mal à recruter des policiers municipaux. En plus, exactement. Mais là, parce que la sécurité escalée, toutes les villes recrutent et donc on est tous sur le même vivier de fournisseurs, si j'ose dire, et là c'est plus compliqué entre nous. On est en concurrence et les villes les unes des autres. Patrick Bobet, on va rester au chapitre de l'emploi avec cette nouvelle qui a fait beaucoup de bruit dans la région cette semaine, le plan social d'Ariane Group. Sur les 600 postes supprimés en France et en Allemagne, 250 le seront dès l'année prochaine sur les 3 sites de Gironde. Les négociations ont commencé lundi dernier. Patrick Bobet, votre réaction sur ce dossier que vous connaissez bien juste après. Oui, la réaction, c'est... On va regarder le reportage. Exact. Après les premières heures de négociation, les syndicats attendent toujours des réponses. Ariane Group va supprimer 250 emplois en Gironde d'ici fin 2022. Les premiers départs sont attendus pour le mois de décembre, trop précipités, selon la CGT. Ici, les métiers que l'on a, c'est minimum 1 an et demi pour transmettre les compétences. Donc oui, on a un budget pour le devenir de l'entreprise. Si on perd les compétences, on ne peut plus assurer nos commandes. Et puis on a aussi un budget pour ceux qui vont rester. Parce que ceux qui vont rester, les charges vont se reporter sur eux. Tous les sites d'Ariane Group sont concernés par ces suppressions de postes. En Aquitaine, la direction assure chercher l'issue la plus favorable pour l'ensemble des salariés concernés. Nous sommes ouverts à mettre en place un accord collectif. Ça veut dire que dans cet accord collectif, il y aura des possibilités de mobilité, de départ volontaire, de discussion au travers de la mobilité vers les postes de production au lieu de postes de structure et tout un tas d'opportunités que nous souhaitons mettre en place avec les partenaires sociaux. Des postes supprimés dans un contexte de concurrence effrénée. Le fabricant d'Ariane 6 se retrouve notamment confronté au géant américain SpaceX. Les États-Unis financent massivement par la commande publique des lancements qui assurent l'équilibre économique de ces entreprises. Quand les Américains consacrent 5 milliards à peu près au lancement, aux commandes pour les entreprises américaines, l'Europe est à peine à 500 millions. Donc on est dans un rapport de 1 à 10 qui ne peut pas durer, quoi. Ariane Group compte 3500 salariés en Gironde. À ce jour, aucune fermeture de site n'est prévue. Difficile de rester compétitif face à Elon Musk et SpaceX. Ça fait un moment que vous les attendiez, ces suppressions de postes. Oui, malheureusement, le maire de l'époque, Jacques Mangon, depuis 2 ans, quand j'étais président de la métropole, était venu m'alerter sur cette situation, voyant bien venir le gros danger de SpaceX, d'Elon Musk et vraiment du capital américain contre lequel on a du mal à lutter. Peut-être qu'on n'a pas été assez réactifs, peut-être que nos gouvernants n'ont pas suffisamment pris le problème en question, parce que manifestement, on le voyait arriver. Hein. C'est pas une découverte aujourd'hui, hein. C'est évident. Ça fait un moment que c'est dans les cartons. On va aborder maintenant un sujet que vous connaissez bien, Patrick Bobet. Vous êtes le maire du Bouscat, près de Bordeaux, et l'une de vos rues est la victime collatérale d'une application qui permet d'éviter les bouchons. Je ne vais pas la nommer. Hein. Vous nous en parlerez juste après ce reportage tourné à Ussac, en Corrèze, où les habitants sont vent debout contre le trafic routier qui traverse et défigure leur commune. De jour comme de nuit, vous allez le voir, la circulation est incessante. Ussac, une commune où il fait bon vivre. Enfin, pas pour tout le monde. Dans le lotissement du Griffolet, coincé entre la départementale 170 et l'autoroute A20, le balai incessant des poids lourds empoisonne la vie des riverains. Infernal, c'est plus vivable. Absolument plus vivable. La situation est devenue tellement critique qu'une 50aine d'Ussacois se mobilisent pour retrouver un peu de calme. On peut même plus sortir chez nous. Et la nuit, c'est infernal. La nuit, c'est infernal aussi. Voilà, infernal, jusqu'à minuit et après ça recommence. Voilà. Il est impossible de faire une petite marche sur la route parce que les camions, ils se croisent et ils se tournent. Ou alors il faut marcher sur le fossé. Vous avez vu ? C'est toute la journée comme ça, quoi.
Le maire de la commune, alerté par les riverains, travaille sur ce dossier épineux depuis des mois. Et des réponses sont à l'étude. À court terme, c'est-à-dire dans les 5-6 mois qui arrivent, 1 an maximum, la chaussée va être refaite. Donc nous avons dit au service route du département d'étudier un revêtement qui puisse absorber plus les bruits de manière à ce qu'il soit moins entendu par les riverains. Alors les services de gendarmerie en sont informés, ils font des contrôles réguliers, on va les sensibiliser un peu plus de manière à ce qu'il y ait un peu plus de contrôle sur cette zone. Ces solutions ne régleront pas forcément les problèmes de trafic sur la D170, un secteur entre Ussac et Brive où une quarantaine d'entreprises de transport et de logistique sont implantées. Alors dans votre commune, ce ne sont pas des camions, mais ça vous rappelle quand même un peu quelque chose, ce reportage? Oui, beaucoup de voitures, c'est ça, dans les villes qui sont des échappatoires du boulevard essentiellement du boulevard. On a eu cette bonne idée de faire des coronapistes. Aussitôt le confinement, nous nous sommes dit, les utilisateurs auront peut-être du mal à reprendre des bus et des tramways, proximité, masques certes, mais pas de vaccination à cette époque-là. Donc favorisons la circulation douce, les vélos notamment, et banalisons une voie du boulevard que pour les bus et les vélos. C'est une excellente idée. Sauf que les automobilistes, il y en a toujours autant, même peut-être encore plus, pour les mêmes raisons précisément, et qui sur le boulevard, dès qu'ils ont un échappatoire, prennent la première rue à droite. Et on est très concerné au Bouscat par cet afflux de voitures. On est passé de 5000 il y a 4 ans avant tous ces problèmes à 8000 voitures dans une rue. Ça devient quand même assez insupportable. Qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre ces embouteillages? Il faut qu'on en parle avec la métropole et qu'on trouve des moyens de diriger ces automobilistes sur d'autres circuits. C'est pas de revenir sur la décision de garder des couloirs bus et vélos, qui est une bonne décision, mais c'est de trouver le moyen qu'il y ait moins de voitures. Aujourd'hui, le boulevard, c'est 30 à 40 000 voitures jour. La rocade, c'est 300 000. Donc, vous voyez, les chiffres sont quand même colossaux. Mais il faut trouver le moyen qu'il y ait moins de voitures ou qu'on les fasse passer par ailleurs. Alors là, on en revient aussi peut-être pour les poids lourds au grand contournement. Vous connaissez ma position à ce sujet. Je pense qu'il faut y réfléchir, même si c'est tabou, notamment de la part des élus verts. Mais il faut aussi prendre les choses de manière pragmatique. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on fasse ça. La circulation, donc c'est parfois un problème dans le centre-ville. Autre souci souvent rencontré, c'est le manque d'attractivité. Cela concerne essentiellement les villes moyennes, mais elles ont de nouveau la cote, notamment depuis la crise sanitaire. De nouveaux habitants s'installent, ce qui attire les commerçants. C'est par exemple le cas à Périgueux. Porte ouverte, néon allumé, pas de doute, c'est ouvert. Natacha a inauguré son café-boutique le 4 octobre dernier. Artiste parisienne, elle a eu un coup de cœur pour le centre-ville de Périgueux. Et elle n'est pas la seule. Une quinzaine de commerçants ouvriront leurs portes d'ici 2022. On a hâte que ça soit ouvert, ne serait-ce que pour avoir une émulsion et avoir des collègues et que ça se bouge un petit peu. Mais on reste hyper positif. La rue Taillefer, un axe emblématique qui a perdu une trentaine de magasins textiles depuis la crise sanitaire. Seule solution, se diversifier. C'est ce qui a convaincu cet ancien restaurateur. Il vient d'ouvrir une épicerie fine où se mêlent vin du monde et artisans locaux. Cette rue, nous on l'a connue, ça a toujours été un lieu de passage extraordinaire, mais ça va revenir. Il y a vraiment une émergence de nouveaux commerces qui doivent se faire pour proposer autre chose aux Périgourdins. Aux manettes de cette transformation, Vincent L'Huillier, c'est lui qui déniche les futurs repreneurs et il sait comment les convaincre. Nous travaillons sur des incitations financières pour attirer ces nouvelles enseignes, une aide au loyer sur les 18 premiers mois et puis une aide également aux travaux. Avec 6 millions de promeneurs par an, l'équivalent d'un centre commercial, le cœur de ville continue de battre. Supermarché en drive piéton, fast-food asiatique ou commerce de proximité, c'est sûr, en 2022, Périgueux ne sera que nouveauté. Alors Action Cœur de Ville, c'est un programme qui existe depuis 2018. Il a été prolongé jusqu'en 2026. Cela concerne 222 villes de France. C'est beaucoup de chiffres. Il y en a beaucoup dans la région. Châtellerault, Guéret, Libourne, Dax et j'en passe. Alors le Bouscat, c'est 24 000 habitants. Vous ne faites pas partie de ce programme parce que vous, votre centre-ville, en fait, il est déjà dynamique. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur... Oui, c'est ça. Alors nous, on a 2 centres-villes au Bouscat, si j'ose dire. On a la barrière du Médoc, très connue de tous les Bordelais, de tous les Girondins même, qui fonctionne très bien. Le tram a posé quelques problèmes, mais c'est reparti, tout va bien. Et le centre-ville, qui il y a 10 ans était en perte de vitesse manifestement, et on a lancé un grand programme de stationnement, de circulation qu'on a entièrement repris, bien sûr, d'espace à partager, de circulation douce avec la métropole
métropole, donc plus de 10 ans, qu'on a inauguré il y a 8 ans de mémoire, et qui a été très attractif. Et on a fait venir à ce moment-là, quand vous avez bien prévu les choses, naturellement, les restaurateurs de qualité, les boutiquiers de qualité viennent très spontanément, et c'est ce qui s'est passé. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Et depuis quelques années, ça marche très très bien. Et donc, quel conseil vous pourriez donner à une ville comme Périgueux qui est un petit peu en perte de vitesse? Là, ça remonte, les commerçants reviennent, se réinstallent, mais dans la rue qu'on a vu dans ce reportage, cette rue-là était encore déserte il y a un an. Il faut, je crois, d'abord embellir la ville et la rue ou la place. Il faut l'embellir avant, que si on veut que les gens aient envie de venir, que ça leur fasse plaisir, que ce soit attractif, il faut embellir la ville. Et puis la rendre accessible pour les piétons, les cyclistes, des aires ombragées, des aires de repos, le stationnement sur le côté le plus possible, on évite les voitures et on essaie de marcher, de pédaler, de se rencontrer. Et ça, après, ça marche. Quand on a réussi ça, les commerçants arrivent et s'installent. Il n'y a aucun problème. Patrick Baubet, un peu de légèreté, c'est bientôt la fin de cette émission, de légèreté et de musique pour clôturer à 20h le rattrapage. Que diriez-vous de voir des musiciens professionnels dans votre jardin ou dans votre salon? Vous me diriez oui. Ah, tout de suite, oui. À Poitiers, alors pour rapprocher le public de la musique classique, l'Orchestre des Champs-Élysées organise des concerts à domicile. Ambiance avec ce reportage. De la musique de chambre au beau milieu du jardin. Sur cette terrasse du quartier des Rocs de Poitiers, le temps s'arrête. Grâce à ces musiciens de l'Orchestre des Champs-Élysées qui jouent gratuitement chez l'habitant. C'est une façon de retrouver une dimension de convivialité, de partage que porte la musique. Des extraits joués devant un public pas forcément habitué à l'auditorium. Le duo d'artistes casse le 4e mur et dévoile les secrets de leur cuivre. Elle est plus moqueuse, c'est un peu comme les mouettes, elle est rieuse, celle-ci nous diront. Voilà. C'est vraiment un plaisir d'accueillir des musiciens, d'avoir des amis ici qui viennent jouer. Je trouve que c'est une très bonne initiative de leur part, et donc c'est un plaisir de les accueillir. Voilà. Vous allez réorganiser le... Ah ben quand ils veulent. Voilà. Bonsoir. Plus tard dans la soirée, merci de nous accueillir. Autre maison, autre ambiance. Les musiciens démarrent avec Summertime de George Gershwin, puis enchaînent les morceaux sous l'œil d'un auditoire attentif. J'ai appris beaucoup de choses par rapport aux instruments, notamment la trompette qui est décapée pour produire un autre son. Et ça m'a beaucoup intéressée. Pas de queue de pie, mais des baskets aux pieds. Dans ce salon, on est bien loin du théâtre de Poitiers. Et la magie opère. On appuie sur la sonnette, la porte s'ouvre et c'est parti. C'est le grand saut. On amène quelque chose, mais en fait, on se fait peut-être une idée de ce qui va se passer et c'est pas ce qui se passe. Mais ce qui se passe est encore mieux. Le festival Nouvelle Odyssée se terminera dimanche sur la scène du TAP cette fois, avec l'ensemble au grand complet. Vous voyez captivé? Oui, mais j'adore la musique. Oui. Ce serait une idée là pour les habitants du Bouscat? Ça serait une super idée, oui. Moi j'ai toujours rêvé que tous les samedis ou tous les dimanches, à l'heure de l'apéritif, il y a un kiosque musical dans la ville. Je trouve que ce type de ville se prête à ça. C'est un gros village finalement, donc ça s'y prête. Mais aller chez l'habitant, c'est encore plus sympathique, ou dans le jardin, ou dans le salon. Oui, ça me plairait beaucoup, absolument, oui. Mais voilà, vous avez encore un peu de travail pour la fin de votre mandat. Merci Patrick Baubet de nous avoir accompagnés ce soir. Je le rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes le maire Les Républicains du Bouscat, une commune située tout près de Bordeaux. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Passez une excellente soirée et un très bon week-end sur Noah.